Salut mes petits chats, j'espère que vous allez tous super bien. Moi, écoutez, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu particulière. Pourquoi? Parce que c'est un format que je n'ai jamais fait. On va parler de moi. Vous allez dire, mais si on a déjà fait deux trois vidéos où tu nous parles de toi, etc. Oui, mais là, c'est différent. Là, c'est le grand jour. Voilà. Certains sont déjà au courant, donc depuis maintenant un peu plus d'un an. Pour être exact, ça a fait un an au mois d'août. J'ai été reçue par un médecin dans ma région. Je ne citerai pas son nom, bien sûr, vous en doutez bien. Ce médecin, tout simplement, m'a reçu pour une chirurgie bariatrique. Certains vont me dire, mais c'est quoi une chirurgie bariatrique? Eh ben mes petits chats, c'est une opération qui va toucher tout simplement estomac, intestin ou autre. Moi, ça, pour ma part, ça va être l'estomac. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, depuis quelques années maintenant, je suis atteinte euh, d'obésité morbide. Voilà, mon poids le plus haut atteint est de 163 kilos. Voilà, c'est la première fois que je le dis à haute voix, donc c'est grosse émotion. Euh, voilà, la maladie, médicaments, troubles alimentaires, ça joue beaucoup. Faut savoir que j'ai commencé avec de la boulimie pour finir de la boulimie. Oui, de la boulimie. Et c'est parti par la suite sur sur de l'anorexie. Voilà, dernièrement j'ai fait des crises d'anorexie. Donc voilà, je suis en suivi depuis le 17 août 2023 pour être exact. Donc voilà, premier courrier. Alors, pour vous dire un petit peu, donc voilà, j'ai subi beaucoup de harcèlement, j'ai vécu également une agression sexuelle. Euh, on fera d'autres vidéos pour en parler, hein. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Mais voilà. Euh, du coup, il y a eu pas mal de petites choses. Et j'ai pris beaucoup de poids. Quand j'étais adolescente, j'étais pas non plus fine, mais j'étais correcte. Et arrivé mi-adolescence, on va dire, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. Et ça s'est aggravé à partir de mes 20 ans. Et voilà. Aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, c'était 163 kilos mon maximum. Et en 2019, j'avais décidé de faire cette opération. Donc très motivée, j'avais fait quelques rendez-vous. J'étais pas à la fin du parcours, j'étais quasiment à la fin. Il me fallait seulement l'accord de tous les médecins et passer devant le conseil, parce qu'on passe devant un conseil. Mais ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Et là, je rencontre quelqu'un, donc mon ex-conjoint. Si tu passes par là, salut à toi. Qui m'a littéralement dit non, mais. Parce qu'au début, faut savoir que j'ai déménagé pour cette personne à 500 km de où je suis actuellement. Donc à 500 km de ma famille. Donc faut savoir également que je prenais le train pour venir régulièrement pour faire mes suivis. Sauf que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent quand même, parce que bah, y a les trains, consultations, excusez-moi. Et très compliqué, vraiment très très compliqué à gérer. Et arrivé au moment psy, euh, il me dit littéralement non, mais je veux, bah, pourquoi tu veux te faire opérer? T'es très bien comme t'es, nanani nanana. Stupidité amoureuse fait que j'ai dit ah mais tu veux pas que je me fasse opérer, nanana. Il fait oui, c'est une opération à risque, patati patata. Et là vous allez dire meuf t'as été naïf. Il commence à me dire oui, t'es très bien comme t'es, je t'aime trop comme ça, j'adore tes formes, etc. J'avais un mal-être de malade. Mais pour lui, j'ai dit bon, allez, ok, let's go, j'annule tout. Donc j'ai arrêté mon suivi. Et il y a quelques années, donc il y a exactement 2 ans, j'ai pris la décision, grâce à une personne qui partage ma vie aujourd'hui, j'ai décidé de de reprendre ça. Bon, déjà de revenir vivre chez ma ici, donc à côté de chez ma famille, etc., où je suis entourée,
où je suis pas toute seule. Donc ça a été très compliqué parce que j'ai fait une très grosse dépression. Heureusement pour moi, j'avais pas pris tant de kilos que ça pendant ma dépression. Il faut savoir que la dépression fait partie des facteurs de prise de poids importants chez les adultes, même chez les adolescents, on va pas se le cacher, hein. Et du coup, voilà. J'ai dû prendre en 2 ans 5 à 10 kilos. Non, 5 kilos. 5. Et on m'a forcé à me dire oui, vas-y, fais-le, machin, fais-toi opérer, comme ça tu seras mieux, machin et tout. J'ai eu des très très gros problèmes de santé. Et là, blocage. À force qu'on m'en parle tous les jours, qu'on me harcèle par rapport à ça, j'ai dit non. Donc j'ai annulé mes rendez-vous, j'ai dit ouais, non, le rendez-vous il est annulé, vous inquiétez pas, je vais le reprendre et tout. Je les ai jamais repris. Et j'ai eu un déclic il y a un an. Mais un peu plus d'un an, maintenant bientôt un an et demi. J'ai eu un gros déclic avec une grande conversation avec la personne qui partage ma vie aujourd'hui. euh, où je me suis dit, mais meuf, réagis. T'as des problèmes de santé, si tu veux avoir des enfants, si tu veux avoir une vie plus ou moins longue, il faut que tu te battes. Cocotte. Il faut y aller là. Là, c'est le timing. Et là, je me suis dit, allez, let's go, on y va. On n'a qu'une vie, on fait le protocole. Donc là, j'ai eu mon premier rendez-vous avec du coup le chirurgien. Le chirurgien qui me reçoit très bien. Voilà. Et en fait, il faut savoir que pour être prise en charge, il faut faire une IMC entre 35 et 40 minimum. Après, si on fait plus, tant mieux. Moi, à cette époque, donc j'avais une obésité sévère et morbide avec une IMC à 48,9. Voilà, donc une IMC très très haute. Très très haute. Et là, voilà, j'ai eu des rendez-vous. Et là, il me dit, bah écoutez, on va voir ce qui se passe. Donc, forcément, beaucoup de questions sur mon adolescence, sur ma vie d'adulte, ce que j'ai vécu, etc. Donc, psychologique également. Euh, donc, faut savoir que entre le temps que j'ai vu mon chirurgien cela, j'avais déjà un petit peu perdu. D'accord? Donc, je suis descendue de moi-même à 138 kilos. Voilà. Donc du temps où j'ai décidé le jour de le jour où j'ai dit je reprends rendez-vous avec le chirurgien au rendez-vous, faut compter qu'il y a eu un peu plus de 6 mois. Et je suis passée de 160 à 138 kilos. Donc ça a déjà été très compliqué. Et là il me dit, eh ben en fait, il va falloir voir beaucoup de médecins parce que le protocole dure entre 9 mois et un an. Et là vous vous dites, putain, c'est la merde meuf. Et là, il m'a donné ceci. Et ça, mais c'est quoi? C'est tout simplement la suivi du chirurgien. Donc, il faut voir un gastro-entérologue, un pneumologue, un psychiatre, un endocrinologue et un suivi diététique. Et en plus de ça, ce qu'ils ne le disent pas là, c'est qu'en fait, je suis obligée de suivre des groupes de soutien. D'accord. Aller au moins à une de ces séances afin de pouvoir rencontrer des personnes. Donc, il y a des personnes qui vont se faire opérer comme moi, mais il y a également des personnes qui viennent témoigner, donc 3 mois après opération, 6 mois et un an post-opératoire. Pour pouvoir nous montrer leur quotidien, comment ils étaient avant, comment ils sont aujourd'hui, des complexités, leur avis, etc. Ça, j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai pu poser des questions. Parce que forcément, ils nous ont ramené, vous savez, des petites barquettes de plats de cantine d'hôpital. Et une personne qui venait de se faire opérer il y a 3 mois a dit, bah écoutez, moi je vais bien montrer ce que je mange aujourd'hui. Donc c'était des petites côtelettes, vous savez, un peu style comme ça là, et avait une bonne louche de coquillettes, c'était. Quand j'ai vu qu'elle nous a mis 5 coquillettes et même pas un quart de la petite côte, je me suis dit, aïe, on est où? Après, elle nous explique comment boire, comment ça va se passer. Donc moi qui ai déjà des problèmes, voilà, je suis déjà obligée de boire à la paille doucement. Là, malheureusement, je pourrais pas.
au début, il faut que j'évite de boire à la paille tout de suite. Donc, voilà. Euh, Donc voilà, moi, premier rendez-vous que j'ai eu, du coup, c'était rendez-vous de soutien et la diététique. Donc, il faut savoir que tout s'est très bien passé, je n'ai jamais eu de problème. Voilà, ça a été, voilà, pas facile, parce que c'est admettre un problème, c'est admettre bah, qu'on est en surpoids. Il faut savoir que jusqu'à présent, j'évitais tout dialogue sur mon poids et à chaque fois, au lieu de parler de mon poids, je me compare à un cachalot. Voilà. Je sais que beaucoup de personnes qui vont voir cette vidéo et qui me connaissent vont me dire mais pourquoi tu t'affiches ça en fait? Parce que adolescence et jusqu'à pas si longtemps que ça, j'ai vécu de l'acharnement physique. Du coup, ça m'a pas aidé. Grosse vache, t'es moche, t'es en surpoids, t'es pas belle. Ou les comparaisons de ah mais c'était plus mec, tu serais une femme magnifique. Voilà, même si je sais que ces paroles-là peuvent venir même de ma famille qui m'a connue pas toujours obèse, euh, me dit souvent oui, regarde, t'as un magnifique visage, tu perdras un petit peu. Et c'est vrai que des fois, je m'amuse, vous voyez, à tirer la peau, à un peu essayer de voir. Et c'est vrai que un très beau visage, et je ne le cache absolument pas. Je suis une femme qui est pas moche. Et c'est vrai qu'à quelques kilos en moins, bah, j'irais peut-être mieux. Même niveau santé, quand vous voyez que je peux pas monter des escaliers de 2 étages parce que sinon, bah, vous me retrouvez en PLS, c'est très compliqué. Et c'est pas une vie. Et encore, là maintenant, j'arrive à faire des courses toute seule parce que j'ai essayé de reprendre l'activité physique. Ce quand, voilà, quand j'ai commencé, bah, quand j'ai vu mon médecin, faut savoir que j'avais déjà commencé à faire de la natation. Vous allez me dire, ouais, mais la natation, c'est difficile, t'as pas de souffle. Oh oui, sauf qu'il n'y a pas que de la natation dans ce style-là. Je faisais 10 longueurs. Moi, j'essayais d'en faire 10 mais généralement, je m'arrêtais à 6. Et après, je faisais de l'aquagym. J'avais essayé l'aquabike, donc du vélo dans l'eau, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est super compliqué. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et vu que je suis en surpoids, l'effort physique, complicado quand même, on va pas se le cacher. Du coup, premier rendez-vous avec le gastro. Gastro-entérologue, donc je vais à son cabinet. Il me dit, bon, écoutez, on va devoir faire des examens. Il faut savoir que j'ai déjà anticipé parce qu'en fait, vu que j'ai déjà eu un suivi du médecin, je savais un petit peu quoi m'attendre dans plusieurs rendez-vous. Et là, le médecin me dit, bah écoutez, il faut qu'on les refasse parce que du coup, en quelques années, votre corps a changé, le foie aussi, et votre estomac aussi. Donc il faut voir si vraiment il y a rien. Surtout qu'ils nous vont faire passer un examen, d'accord, donc une gastroscopie. Donc en fait, c'est un tuyau avec une caméra. Ils en mettent dans la bouche, ils vont jusqu'en bas, ils checkent tout, ils font des petits prélèvements, ils ressortent. Voilà. Sauf que moi, quand je les avais fait en 2019, il n'y avait pas encore le Covid. Et. Mais il n'y avait pas encore la Covid, pardon. Et du coup, j'ai eu le droit à l'anesthésie locale. Donc seulement un petit sucre avec un produit pour un peu anesthésier la gorge. Et hop, on y va. Sauf qu'en fait, bah, le système du corps humain fait que vous essayez bah, de rejeter le tuyau. Ce que vous ne pouvez pas parce que bah, ils sont en train de penser à vous le mettre. Du coup, gros problème. À ce moment-là, j'ai eu du mal. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à m'en remettre. Et là, j'avais pas envie de revivre ça. Et là, il me dit, oui, par contre, c'est une anesthésie générale. À bas dosage, parce que bah, faut que, voilà, allez, ils m'ont dormi une vingtaine de minutes, enfin une demi-heure. Et là, ils me disent, bah écoutez, let's go, on le fait à l'hôpital, vous êtes endormi, vous ressortez, une collation, ni vu ni connu. Franchement, ça a été nickel. Donc, quelques jours après, moi, je l'ai fait. Enfin, quelques semaines après, je l'ai fait. Littéralement super. Je suis rentrée à jeun, je suis sortie, on m'a donné une collation, je suis partie. Voilà. Ni vu ni connu, tout va bien. Donc là, lors des résultats, il me dit comme quoi j'ai ce qu'on appelle un foie gras. Donc, pour plus vous parler bah, pas dans les termes médicaux parce que j'ai pas envie de vous endormir. Vous voyez un peu la maladie du foie des alcooliques. Donc, un foie gras et jaune. En fait, bah, je l'ai aussi. Seulement, c'est moi. Moi, c'est pas à cause de l'alcool, c'est à cause de la graisse qu'il a, à cause de mon surpoids.
Voilà. C'est pas grave parce que moi c'est léger, donc une fois opéré, quelques semaines après, ça n'existera plus. Donc ça, très bon point. Ensuite, on a un deuxième rendez-vous qui est une échographie. Toujours avec les gastro-entérologues. Donc là, il va pouvoir voir un petit peu plus, etc. Et aussi, avant que j'oublie, pendant la gastro, il faut des prélèvements, comme je l'ai dit, c'est pour vérifier s'il n'y a pas certaines bactéries. Certaines bactéries qui habitent dans l'estomac fait que vous ne pouvez pas du tout vous faire opérer. Qu'il faut un traitement avancé, qu'il faut plusieurs choses avant de se faire opérer. Moi, rien du tout. Euh, Échographie du coup, donc bien sûr, on voit bien le volume du foie, on voit qu'il est un peu plus gros que la moyenne, etc. Bon, on s'en doutait, je suis obèse, je suis obèse. À un moment donné, on va pas se dire, ah bah tiens, elle est obèse, elle a tout ça de maigre. Bah non, ça marche pas comme ça. Du coup, il me dit qu'il n'y a rien à faire, juste attendre l'opération. Voilà. Ensuite, rendez-vous chez le psy. Premier rendez-vous psy. Qui se fait. Et là, on parle. Le rendez-vous a duré une demi-heure à peu près. Et là, il me fait parler de beaucoup de choses. Et là, j'ai fait oups. Et il me regarde. Et là, dans le plus grand des calmes, il me dit ah, mais comment vous avez survécu à tout ça et pourquoi vous êtes encore en vie? Ah, quand vous prenez ce genre de phrase dans la tronche, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Parce que je sais que j'ai vécu des choses très compliquées dans ma vie. Je sais qu'il y a des choses que personne ne sait. Des choses qu'il n'y a qu'une seule personne qui est au courant dans ma vie. C'est très très compliqué de se dire j'ai parlé et la première chose qu'on te demande c'est comment j'ai fait pour survivre à cette épreuve. Et là je me dis en fait meuf, oui t'as de l'HPI, HPE, oui t'es hypersensible, mais t'es là. T'es là et ça c'est beau parce que voilà j'ai beaucoup de personnes qui m'entourent, ceux qui savent m'escrime etc. Savent très bien que j'ai eu des périodes où bah, j'étais à deux doigts hein, de me laisser aller. Donc voilà. Et là, il me dit, écoutez, on va se revoir parce qu'il faut que je vous voie pour pouvoir valider. De ces faits-là, des semaines, mois passent, il me revoit. Et là, il me dit, ben, voilà, on continue. Donc, on a commencé à parler, etc. Et là, il dit, écoutez, moi, par contre, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous fassiez suivre là, par mois, sauf qu'après, moi, je peux plus vous suivre. Du coup, il m'a conseillé une de ses consoeurs. Oui, consoeur et non confrère. Parce que, au vu de ce que j'ai vécu, pour lui, ça serait mieux que je sois vue par un psychiatre femme. Du coup, j'ai accepté. Et du coup, je dois la revoir après mon opération pour commencer un vrai suivi de reprise de confiance en soi. Donc voilà, deuxième médecin, ils sont ok, nickel. Ensuite, je vois l'endocrinologue. L'endocrinologue, du coup, on y va. Et lors de mon premier bilan en 2019, il m'avait été chiant. Il ne voulait pas que je me fasse opérer parce que j'avais repris 500 grammes et que j'avais vraiment des carences de zinzin. Donc là, vraiment la boule au ventre, je suis pas bien du tout. Je dis putain, c'est le même en plus, qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, à ma plus grande surprise, les amis, le médecin me dit allez, let's go, c'est parti, on y va. J'ai fait ah, ok, nickel. Donc il me dit let's go, on y va. Je fais ok. Donc il me fait une prise de sang, les résultats arrivent. Et là, on voit qu'en fait, bah, bon, ils sont pas exceptionnels, d'accord? Résultat plutôt correct, mais correct pour moi. Et il me dit, bah écoutez, je veux dire oui. Je sais tout. Comme ça, là, il me dit oui. Il me fait les résultats, voilà. Vous avez déjà perdu du poids depuis la première fois que vous avez vu le docteur. Pour moi, c'est tout ce qu'il me faut. Bah, facile. Je suis sortie très contente. Mais vraiment très très contente. À me dire, bah en fait, j'ai paniqué pour rien du tout. Et là, on décide d'avoir le pneumologue. Pneumologue, forcément,
Non, service d'esthétique. Service d'esthétique, je l'avais vu au tout début quasiment. Et je l'ai revu une fois après. Où là, bah, elle décide de forcément me parler de ma nutrition, de me parler de ce que je mange pas, donc elle me demande de diminuer certains produits, d'autres des augmenter. Voilà, un peu normal parce qu'il faut quand même. Voilà, sauf que moi, il faut savoir que je faisais des crises de boulimie à jeun. Donc, qu'est-ce qu'une boulimie à jeun? Pour ceux qui ne savent pas, la boulimie à jeun, c'est une sorte de boulimie assez spécifique parce qu'en fait, je mange. Sauf qu'après, je culpabilise de manger, du coup, je gêne pendant 3 4 5 jours. Voilà. Il faut savoir que c'est très dangereux, c'est une des boulimies les plus dangereuses parce que bah, à tout moment, je me retrouve en très très haute carence et il m'arrive des bricoles. Et là, j'apprends que bah en fait, elle m'explique que je suis plus en train de faire de la boulimie, je suis en train de faire de l'anorexie. Je faisais des doutes, mais voilà. Du coup, en fait, ma boulimie s'est transformée en anorexie. Donc, tantôt, je faisais des crises d'anorexie, tantôt des crises de boulimie à jeun. Donc, très très compliqué à gérer quand on a les deux. Déjà, un, c'est compliqué. Deux, vous imaginez le combat. Donc, ça a été très compliqué pour moi. Euh, Mais voilà. Forcément, avec mes proches, avec tout ça, on essaie de travailler dessus. J'essaie de prendre sur moi. Quand je fais des crises de boulimie, ça m'est arrivé encore pas si longtemps que ça d'en faire une. Il y a déjà quelques mois, hein. Euh, C'est pas facile. C'est pas facile. Mais voilà, faut parler. Malheureusement, faut parler, faut assumer les choses. Moi, généralement, quand ça m'arrive, c'est le soir tard. Du coup, bah, j'ai pas grand monde pour parler le soir tard sur les coups d'une heure et 2 heures du matin. J'ai personne hein, à ce temps-là. Et je me vois pas réveiller monsieur en me disant hé, écoute, j'ai un problème, je suis en train de faire une crise, j'ai besoin de toi. Non, non, je suis pas un monstre. Du coup, j'en parle plutôt le lendemain. Et généralement, j'essaie de me contenir le maximum. C'est pour ça que chez moi, il y a quasiment plus rien à grignoter, comme ça. S'il y a rien, je ne peux rien grignoter. Et généralement, quand on fait des crises de boulimie, on ne prend pas le temps de cuisiner. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, voilà, donc elle m'a parlé un peu du parcours, de comment ça allait se passer. Donc il faut savoir qu'il y avoir une alimentation très compliquée. Donc voilà. Et là, on me parle pneumologue. Donc, je vais voir le docteur. Et là, il me dit, écoutez, vous allez devoir porter un appareil pour dormir, pour pas que je vous enregistre en train de dormir. Donc, je le fais, tout, pas de souci. Sauf que là, problème pulmonaire. J'ai un bon souffle, donc ça va. Par contre, je fais une apnée sévère du sommeil. Une apnée, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en fait, mon système respiratoire s'arrête pendant la nuit. Et après, je reprends mon souffle. Donc à long terme, ça peut créer des gros problèmes d'arrêt. Et là, bah, il me dit, écoutez, pour votre bien-être, pour votre qualité de sommeil, parce que du coup, les personnes qui font de la sommeil, on est très fatigué. Vous devez être appareillé. Euh, je vous mets certaines photos ici, pardon, pour vous montrer à quoi ressemble l'appareil. Donc moi, j'ai eu un premier type qui faisait tout. Et après, en fait, il faut savoir que ça me coupait. C'était gênant de malade. Donc, j'avais vraiment que, voilà, que le nez, mais c'est gros truc. Et maintenant, j'ai seulement une petite canule qui se pose sous le nez. Bon, forcément, j'ai tout le circuit sur la tête pour qu'il tienne. Mais voilà. Clairement, ça va. Je suis chanceuse de fou. Et aujourd'hui, j'ai une qualité de sommeil meilleure. Et normalement, en perdant du poids, l'apnée va prendre ses ailes et partir. On espère. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Ça, c'est le suivi. Ensuite, j'ai revu mon chirurgien. Bah oui, vous vous doutez bien que le chirurgien, on le revoit. Et là, euh, perte de poids, tout ça, donc très content. Très, 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 très content. Et il me dit, bah écoutez, on passe votre dossier en conseil. Et en fait, il faut savoir que le conseil se réunit une fois par mois. Et là, on est en juillet. Et là, il dit, oui, en août, il passe plus. Donc, ce ne sera pas avant le mois de septembre. Et là, j'ai fait, non.
Et je veux pas. Mais bon, vous connaissez, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hop, c'est l'endoscopie. Et là, du coup, passons en commission. Passage en commission se fait plutôt bien. D'accord? Pas de problème particulier, rien du tout. Et là, je reçois la fameuse lettre qui est pour moi le changement radical d'une vie. Qui me dit Madame Angel, c'est bon, vous allez vous faire opérer. Et là, dans ma tête, j'ai fait non. J'ai fait non, je ne veux pas. Hop, je range juste ça. Et là, je fais non, je ne veux pas. Et là, je revois mon chirurgien. Donc, j'ai revu mon chirurgien il y a quelques semaines. Qui m'a dit, bah écoutez, je vous opère. Et là, j'ai eu commencé à avoir des palpitations. Parce que je me suis dit, ça y est. Donc là, je vais dans l'inconnu. Parce qu'avant, je connaissais un peu les examens. Je les avais quasiment tous faits. Il manquait qu'un rendez-vous pour le finir. Et là, je l'ai passé. Et là, le médecin me dit, bah écoutez, on va pouvoir vous opérer, etc. Sauf que il faut du délai parce qu'il y a des préparations à faire. Je dis, ah, c'est préparation. Ok. Et là, il m'avoue qu'en fait, j'ai un régime post-opératoire pour faire diminuer le foie. Je vous mettrai dans la chat box, ici, les informations du régime. Donc, petit déjeuner. Moi, aujourd'hui, mon petit déjeuner, c'est un checker so shape. Donc, protéiné, avec un jus de fruits, et c'est tout. Là, c'est thé ou café sans sucre. Moi qui adore boire du thé avec du sucre. Le sans sucre, je trouve pas ça super. 4 biscottes. Mais sans rien dessus. Pas de beurre. Ou alors 50 grammes de beurre, de pain. C'est tout. Et un laitage non sucré. Je fais quoi? Je prends le pain, je tartine du laitage non sucré dessus. Fromage blanc sans sucre dessus. Je sais pas. Ensuite, le déjeuner. Donc le midi. Là, on parle de 100 grammes de viande. Donc, il faut savoir que si c'est 100 grammes de viande, ça peut être 150 grammes de poisson ou 2 œufs. Voilà. Ah, donc, ça a 250 grammes de légumes. Là, j'ai le droit à une cuillère à soupe, soit 10 grammes de matière grasse. Donc, soit pour cuire la viande, soit pour mettre dans les légumes, à mon choix. On est encore sur l'étage non sucré. Encore un fruit. Pardon. Je l'ai dit, je sors très mal en ce moment à cause de mes anxiétés. Et forcément, boisson, de l'eau. Ensuite, j'ai droit à un goûter vers le coup de 16 heures. Et là, un thé ou un café sans sucre. Et un laitage non sucré. Et le soir, c'est comme le midi. Donc, 100 grammes de viande, 150 de poisson ou 2 œufs. 250 grammes de légumes. 10 grammes de matière grasse encore. Un laitage non sucré et un fruit moyen. Et bien sûr, encore de l'eau. Et ça, je dois le commencer le 18 novembre. Voilà, parce que je me fais opérer le 3 décembre et je rentre à l'hôpital le 2 décembre. Donc voilà, quand on m'a donné cette feuille-là, j'étais pas prête. Je voulais pas. Je me suis dit, mais c'est super compliqué. Donc moi, il faut savoir que maintenant, je fais un repas par jour. Donc je fais mon checker et après, j'essaie de faire un repas par jour. Il faut savoir que j'ai même commencé il y a déjà un mois de ça, Hello Fresh, pour ceux qui connaissent pas. C'est des livraisons de courses à domicile, mais en fait, c'est des plats que vous sélectionnez, donc vraiment la quantité pour 2 personnes. Donc j'ai commencé à faire ça pour tout simplement m'aider à cuisiner, mais aussi me redonner de l'appétit. Et là, je me dis comment je vais faire. Parce que 100 grammes de viande par repas, je ne les mange pas. Voilà. 250 grammes de légumes, je ne les mange pas non plus. Faut savoir que j'ai un appétit qui est très minime. Vous êtes là, mais t'es en surpoids et t'as pas beaucoup d'appétit. Oui, parce que je fais un blocage alimentaire. Voilà. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais bon, là j'ai pris, ce matin, j'ai envoyé un mail à la nutritionniste qui me suit, donc au service diététique,
afin qu'il me puisse me donner tout simplement des idées de plats à faire avec 100 grammes de viande, 150 de poisson ou 2 œufs et des légumes, afin de pouvoir voir d'autres choses. Après, j'ai deux, trois petites idées, mais pas des idées de fou, et surtout des idées où je vais pouvoir cuisiner, parce que je vous rappelle, j'ai droit à rien. Donc c'est assez compliqué. Ensuite, forcément, ils m'ont donné tout un panoplie sur la personne de confiance et une personne à prévenir. Donc en fait, les personnes de confiance et les personnes à prévenir, c'est deux personnes totalement différentes, qui peuvent être la même, dépendamment qui vous choisissez. Mais en fait, c'est tout simplement, imaginons, personne à prévenir, bah moi j'ai mis la personne qui partage ma vie. Comme ça, vu qu'il n'est pas avec moi constamment, au moins si jamais il m'arrive quelque chose, il sera informé. Bon, forcément, ma famille le connaît, donc forcément, il y aura des échanges qui seront faits si besoin. Personne de confiance, pour moi, c'est ma maman. Parce que c'est la personne que j'ai le plus confiance ici. Et c'est la personne qui est la plus apte à pouvoir réagir rapidement. Et à ça, bah, il nous demande de remplir un document pour dire que c'est cette personne que je choisis pour pouvoir tout simplement euh, bah, prendre la relève si jamais il doit m'arriver quelque chose. Voilà. On va pas se cacher, ce genre d'opération, il y a quand même des risques. Donc si jamais on doit m'intuber, si jamais je suis en arrêt cardiaque, plein de choses. Il faut vraiment prendre des décisions rapidement. Et c'est cette personne-là que j'ai décidé, donc c'est ma maman. On va demander des informations. Ensuite, forcément, qui dit grosse chirurgie, qui dit quoi? Anesthésie. Et oui. Donc moi j'ai rendez-vous le 26 novembre. Donc seulement une semaine avant l'opération. Donc bien sûr il nous demande plein d'informations. Il nous demande notre mode de vie, donc fumeur, alcool, cannabis, cocaïne, héroïne, etc. Ensuite, il nous demande si j'ai des allergies. Donc forcément, moi j'ai fait le listing. Ensuite, il demande si on a déjà été opéré. Et après, forcément, les dates et le type d'opération. Ensuite, si je supporte bien l'anesthésie générale. Ensuite, il demande si on a des problèmes cardiovasculaires. De l'hypertension artérielle, de l'arythmie, des problèmes de valve, des angines de poitrine, des infarctus, des phlébites, des embolies pulmonaires, autres. Après, demande-moi forcément si on porte une pile, donc pacemaker ou défibrillateur directement. Après, il nous demande si je suis suivie par pour une maladie pulmonaire. Forcément, oui. Donc, il demande forcément le nom de mon médecin. Après, il me demande si je fais de l'asthme. Et il nous demande si je fais le syndrome de l'apnée du sommeil. Et forcément, si on est appareillé. Ensuite, il nous demande si on a des maladies neurologiques, donc épilepsie, accident vasculaire cérébral, donc AVC ou AIT. Après, il nous demande si maladie digestive, donc ulcère de l'estomac, brûlure de l'œsophage, etc., etc. Après, il nous demande s'il y en a des maladies métaboliques, donc diabète, pathologie de la glande thyroïde, insuffisance rénale, etc. Ensuite, il nous pose pas mal de questions sur des risques hémorragiques. Donc là, on parle vraiment sur des choses un peu plus techniques. Donc tout ce qui va être... est-ce qu'on a déjà présenté un saignement nécessitant une prise en charge médicale? Euh, Est-ce que j'ai dû reconsulter un dentiste pour saignement après une extraction dentaire? Est-ce que je saigne de manière anormale pardon, après une intervention chirurgicale? Est-ce que je présente des hématomes de 2 centimètres non, sans raison pour des traumatismes mineurs? Et est-ce que j'ai des membres de ma famille qui ont des problèmes de coagulation, pardon? Et est-ce que j'ai déjà été transfusée? Pour ça, vous comprenez que pour des raisons personnelles, je ne vous dirai pas mes réponses. Et après, forcément, bon, si je suis un homme, mais ça, voilà, c'est des documents voilà, basiques, hein, mais donc voilà, si j'ai des problèmes de prostate, après, si j'ai des risques d'être enceinte, si j'ai des dents qui bougent, si j'ai des prothèses, si j'ai des prothèses dentaires, auditives, ou si je porte des lentilles. Et après, si j'ai déjà été hospitalisée 24 heures, ouais, plus de 24 heures au cours de l'année. Et après, forcément, si j'ai un traitement actuellement et si j'ai des choses à signaler. Et après, on a toute une documentation, je vais pas vous la lire, hein, parce que bon, sinon, voilà.
sur tout ça. Ensuite, forcément, le parcours de la consultation. Voilà, ça, on s'en fout. Après, voilà, forcément, les choses, voilà, que je dois tout savoir. Donc, forcément, il y a beaucoup de choses. Voilà, parce qu'il faut que je complète, il faut que faut que j'informe la personne de confiance, il faut que je lui fasse signer les documents. Après, il faut que, voilà, elle me demande si j'ai bien compris mon opération. Si j'ai bien lu le document sur les règles à suivre avant l'intervention, donc la douche, etc., je dois faire une copie de mon ordonnance comportant la liste des médicaments si jamais j'ai des médicaments à prendre en cours. Je dois préparer ma carte de groupe sanguin, bon ça je l'ai toujours avec moi. Et après, identité, carte vitale, mutuelle, etc. etc. Forcément, c'est obligatoire. Pour moi, ça, voilà, c'est des choses qui sont assez complexes, c'est assez particulier. Je vous cache pas que aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à réaliser ce qui m'arrive. J'ai du mal à me dire que dans 3 semaines, bah, ma vie va changer. Donc, c'est assez compliqué. Je ne sais plus trop où mettre de la tête. Je vous cache pas, c'est très compliqué pour moi. Euh, je me pose plein de questions. Et là, j'ai reçu un papier il y a quelques jours qui me dit que le 2 décembre, à 15 heures, je serai considérée comme hospitalisée à l'hôpital de chez moi. Ou bon, après, voilà, dans quel service et tout. Oh, pardon, je suis désolée, ça manque de respect total de bailler. J'espère que je vous fais pas tous bailler, mes petits chats. Mais voilà, du coup, rentrer à l'hôpital le 2 décembre. Donc forcément, avant, quelques jours avant, donc je pense que j'irai le jeudi d'avant pour avoir les résultats, je dois aller faire une prise de sang. Et semaine prochaine, je dois aller commander des chaussettes de contention. Voilà, de classe 2, parce que bah forcément, risque de cailler. Et après, ils m'ont donné un manuel, genre les médicaments à l'hôpital, parce que forcément, si je suis sous traitement, bah, faut pas que je l'arrête. Et après, ils m'ont donné tout un guide de bonnes pratiques pour l'hôpital. Donc les parkings, les frais, la sortie, les services médicaux, les services de logistique et technique, pendant mon séjour aussi. Parce que forcément, bah, je vais y rester quand même quelques jours, donc même une semaine. Du coup, il faut vraiment que je guette tout ça. Après, voilà, bah, les résultats, tout ça. Donc, moi, j'ai fait une demande particulière. Par contre, c'est d'avoir une chambre toute seule. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que bah, la plupart du temps, tu vas être toute seule. Donc, est-ce que c'est vraiment bien? Oui, parce qu'en fait, je suis une personne qui refuse qu'on me voie mal. Et le fait que. Et je suis aussi beaucoup, et ça c'est triste, mais empathique. Dû à mon hypersensibilité. Donc, il suffit que je vois la personne en face de moi pas bien comme pas deux, je vais être pas bien. Donc, est-ce que ça va m'aider? Non. Je préfère être toute seule. Comme ça me permettra également de vous faire quelques vidéos. N'hésitez pas sur mon Instagram. Je mettrai certaines stories, certaines vidéos dessus. Et en plus de ça, je répondrai à vos messages s'il y en a. Euh, et forcément, pour ceux qui le savent, vu que je suis gameuse, j'ai un Discord où je donnerai des nouvelles régulièrement pour vous informer que je vais bien. Et les personnes qui me sont proches, vous mettra aussi des messages forcément pour vous rassurer aussi. J'essaierai de refaire une vidéo au mi-régime pour vous expliquer comment je prends euh, le régime. Voilà, comment je le prends, comment ça se passe, si je le vis bien, mal, etc. Forcément, il y aura une vidéo qui sortira quelques jours après l'opération, quand je serai bien rentrée chez moi, bien sûr. Ne me demandez pas de faire du montage à l'hôpital. Où vous aurez des petits extraits vidéo que j'aurai pris en arrivant à l'hôpital pour vous expliquer ce que j'ai fait. Parce que pourquoi on me demande d'arriver à 15 heures la veille, alors je me faut opérer que le lendemain matin. Pourquoi pas arriver qu'à 18 heures, voir s'il n'y a pas des examens, tout ça. Ensuite, je vous ferai. Il y aura quand même une petite vidéo où bah, je vous expliquerai forcément mon opération, savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Euh, et je vous expliquerai aussi les différentes étapes et ce qui va m'attendre pour la suite. Et ensuite, je vous ferai un petit peu tous les jours une petite séquence. Comme ça, là, dans la vidéo, il y aura plusieurs petites séquences dans les jours qui ont suivi mon hospitalisation et également le retour à la maison.
Et ensuite, je vous ferai une vidéo tous les mois sur ma maladie, sur le bypass, afin de vous expliquer mon évolution et ainsi que ma perte de poids. Parce qu'on peut perdre jusqu'à 90 kilos en un an. Voilà. Donc, et principalement les premiers mois, c'est où on perd le plus que notre corps ne s'habitue pas si facilement que ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les barres dans la barre commentaire. Comme ça, à la prochaine vidéo, je me permettrai de vous répondre. Allez, moi sur ça, je vais vous laisser. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Merci d'avoir suivi. Je sais que c'est pas simple. Je sais que certaines personnes vous mettent des commentaires pas si gentils parce que beaucoup de personnes ne supportent pas. Parce que certaines personnes vont penser que c'est de la facilité. Sachez que je n'ai pas le choix de faire cette opération-là. On est dans une question de vie ou de mort, plus ou moins proche. Du coup, voilà. Donc, moi sur ça, mes petits amours, je vous fais plein de bisous. Plein, plein, plein. Faites attention à vous. Faites attention à votre santé. Et surtout, n'oubliez pas de mettre des questions pour la prochaine vidéo qui sera dans un mois. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao.